Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis depuis maintenant 1 an. Entre l'épisode de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, il y a eu une date, le 26 janvier, qui a marqué les 1 an de mon podcast. Mon tout premier épisode a été mis en ligne le 26 janvier 2024 et ça a été le début d'une grande aventure. J'ai regardé un petit peu les statistiques et un peu la vie de mon podcast sur cette année. Alors j'ai aucune notion, je sais pas du tout si c'est bien, pas bien, si c'est performant, pas performant, j'en sais rien et je m'en fous. C'est pas ça qui compte. Par contre, ce que j'ai vu, j'ai eu envie de regarder quels étaient les épisodes que vous aviez le plus écoutés, ceux qui avaient déclenché le plus d'intérêt manifestement. Et je trouve que ce sont les 2 vrais premiers. Parce qu'il y a le tout premier qui dure 5 ou une dizaine de minutes, je crois, qui est vraiment celui que j'ai fait le jour de ma formation. En mode, le pari, c'était en une journée de formation. Le matin, tu commences. En fin d'après-midi, quand on termine la formation, le premier épisode est en ligne, point barre. Et il me fallait au moins ça. Donc ce premier épisode, qui est l'épisode en fait 00, je l'ai laissé, il n'a même pas de générique, il n'a rien. Mais c'est vraiment celui que j'ai balancé, voilà, juste pour dire, ça y est, je l'ai fait, c'est parti, c'est concret, maintenant on continue. Et donc les 2 premiers épisodes un peu plus construits, ou en tout cas que j'ai pris le temps d'enregistrer, ça a été 2 épisodes pour raconter qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que je faisais sur un podcast et quel était un peu mon parcours, comment j'étais arrivée jusque-là et le pourquoi du podcast. Et c'est des épisodes qui ont été écoutés plus d'une centaine de fois. Ce sont les seuls qui ont passé la barre des 100 écoutes. Et du coup, je me rends compte que finalement, à travers ce podcast, au-delà de l'intérêt que vous portez, et je vous en remercie infiniment, d'être encore là après 1 an, ou peut-être si tu viens d'arriver, bienvenue. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces épisodes. C'est un moment dans ma semaine, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai pas d'avance en fait. J'enregistre toujours dans la semaine mon épisode du vendredi, sauf quand je décide de prendre des vacances et de vraiment couper, où là je vais anticiper. Je l'avais fait cet été où j'avais enregistré à l'avance une série d'épisodes, c'était dans ma série sur l'astrologie. Ceux-là ils vous ont bien plu aussi, ceux sur l'astrologie, mais pas autant que ceux où j'ai parlé de moi en fait, réellement, de qui je suis, de quel est mon parcours. Donc j'avais raconté plutôt mon parcours, si tu veux le réécouter, hein, c'est l'épisode 1 et 2 du coup. C'est vraiment des épisodes où j'ai raconté mon parcours un peu scolaire, mes études, mes premiers boulots et comment au fur et à mesure je me suis retrouvée à créer mon activité de thérapeute, puis plus précisément d'astrothérapeute, puisque j'ai rajouté en cours de route cette compétence-là qui est vraiment un outil qui s'est infusé à l'intérieur de moi, mais vraiment dans le côté infusé où vraiment j'arrive même plus à distinguer l'astrologie de moi. C'est vraiment dans à peu près tout ce que je fais, je suis imprégnée, voilà, je cherchais le mot, je suis imprégnée de l'astrologie et je trouve que c'est un outil tellement extraordinaire que de toute façon il teinte ma vision du monde globalement, même pas seulement ma manière d'accompagner. Et puis au fur et à mesure, ce podcast, il a aussi un petit peu évolué. Je me suis mise à rajouter les cartes et j'aime beaucoup parce que finalement, c'est un outil sur lequel je m'appuie aussi énormément dans mes accompagnements. Je trouve que c'est un outil qui a une base incroyable pour de la réflexion et qui a nourri aussi beaucoup de réflexions qui sont personnelles. Et finalement, ma manière de travailler, c'est aussi ça. C'est d'amener dans ma manière de travailler tout ce qui fait que je suis moi, tout ce qui, moi, en fait, me fait du bien. Et je me dis que ça doit forcément faire du bien aussi à quelqu'un d'autre.
Même si en soi, aucun support et aucun outil à lui tout seul ne peut te faire transformer ta vie. C'est de toute façon l'intention et l'implication que tu vas mettre, peu importe ce dans quoi tu te lances, que ce soit pour de l'accompagnement thérapeutique, parce que c'est le sujet ici, mais pour n'importe quel autre sujet, ce serait valable. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour cet épisode un peu spécial qui marque, qui arrive après les 1 an, qui marque, on va dire, les 1 an de mon aventure de podcast. Et je me suis dit que, vu que les épisodes qui ont le plus été écoutés, c'est ceux où je parlais de moi, je me suis dit que finalement, j'allais peut-être parler de moi et de... alors, pas dans le côté narcissique du truc, encore que peut-être, hein, je sais pas, mais je me suis dit que j'avais envie de parler de mon métier et finalement de pourquoi il a autant de sens pour moi particulièrement. Parce que, évidemment, sinon je ne pourrais pas faire ce métier. Je trouve que l'accompagnement thérapeutique, quel qu'il soit, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un thérapeute moins conventionnel comme je peux l'être et comme en sont plein d'autres, je trouve qu'en soi, s'occuper de sa santé mentale, énergétique, émotionnelle, etc., c'est aussi important que de s'occuper de sa santé de son corps, de son alimentation, de son sommeil, etc. Je trouve que c'est un tout. Et donc forcément, de manière générale, je trouve que ce métier est important. C'est plutôt mieux de trouver son métier important et d'y trouver du sens. Quand on le fait, ça permet d'être épanoui en le faisant. Et en étant épanoui en le faisant, on a énormément de choses à apporter aux autres. Quand on fait un métier qui n'a pas de sens pour nous, ou dans des conditions qui sont pas OK, qui nous épuisent, où on y va la boule au bide, ce qu'on a à apporter aux gens à qui on a affaire dans notre travail, finalement, c'est pas des choses lumineuses, c'est pas... on peut offrir que ce qu'on a en abondance. Donc là où tu es complètement à sec d'énergie et où il n'y a même plus l'envie de se lever le matin, qu'est-ce que tu veux offrir et partager et qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive d'autre à part dépérir? Donc si tu es dans une situation comme ça, il faut que tu retrouves ce qui t'anime, ce qui t'apaise, ce qui te fait du bien et essayer d'y consacrer un peu de temps chaque jour. Alors ça ne changera pas du jour au lendemain la qualité de tes journées et la situation dans laquelle tu es, si tu es dans une situation un peu comme ça, dans laquelle tu te sens dépérir. Mais là où tu mets ton énergie, souvent je dis là où la conscience est, l'énergie est. Donc si tu mets ta conscience sur les choses qui te font du bien, l'énergie va se tourner vers des choses qui te font du bien et c'est de cette énergie-là, de ce point-là, que du coup ça va partir et ça change vraiment les choses. De partir d'un espace où on se sent en joie ou en abondance, où on se sent aligné avec ce qu'on est en train de faire, plutôt que de partir d'un espace où on a peur, où on est angoissé, où on est dans la retenue. Tout ça, ce sont du coup des vibrations qui vont pas te faire du bien, quoi. Je suis sûre que tu as en tête des exemples dans ta vie où tu as été par moments super bien et ça change toute la couleur de ta journée, toute la saveur de ta journée, toute l'impression que tu as sur ta journée et des jours où ça allait moins, où tu étais plus morose et où finalement cette morosité s'est multipliée de la même manière que ta joie s'est multipliée et tu as vu de la morosité et des choses pas cool un peu partout dans ta journée. Et en réalité, il y a les deux qui existent en même temps et c'est toi qui vas poser ton focus là où ton énergie, là où ta conscience est, l'énergie sera. Et donc c'est ça que tu vas remarquer en quelque sorte. C'est comme si tu mettais le filtre de aujourd'hui il n'y a rien qui va, aujourd'hui il n'y a rien qui ira. C'est clair et net. Et peut-être que la journée où tout allait bien, il y a eu les mêmes trucs qui n'allaient pas, mais tu les as pas vus, ou tu t'es pas arrêté dessus, ils ont fait que passer, et du coup, ça ne s'est pas amplifié. Donc ça, c'est le sens global, général, ce sont les raisons pour lesquelles je trouve que, de manière générale, faire de la thérapie ou du développement personnel, appelle ça comme tu veux, c'est pour ces raisons-là que je trouve que c'est primordial. Maintenant, les raisons qui, moi, m'animent quand je fais ce métier. En fait, depuis aussi loin que je me souvienne, non, j'exagère un peu, mais ça a commencé surtout au collège, où c'est quand même une période où il y a plein de choses qui vont pas très bien. On est tous plus ou moins en proie à des
à des changements, il y a des trucs hormonaux, il y a des crises existentielles, il y a des conflits avec l'école ou avec les parents ou avec les amis. Enfin, ça peut être des périodes de crise d'adolescence tout simplement, hein, qui sont pas toujours des périodes faciles. Alors il y en a qui la traversent de manière plutôt paisible et souriante et joyeuse, mais il y en a pour qui c'est difficile. Ce sont des périodes qui sont pas toujours faciles. Et donc c'est aussi des périodes où on commence à grandir, où on commence à se poser des questions sur l'avenir et où on commence à avoir des réflexions et des discussions qui deviennent un peu plus poussées et peut-être un petit peu moins enfantines ou moins superficielles que dans l'enfance. Encore qu'il y a des enfants qui ont des réflexions incroyables, mais je trouve qu'arriver à l'adolescence, les discussions... Alors je dis ça peut-être aussi parce que j'ai deux collégiens à la maison, mes enfants sont au collège tous les deux, et je vois dans leur manière de discuter, dans les questions qu'ils posent, et même quand je les entends discuter avec leurs copains-copines, je me rends compte ils grandissent vraiment, quoi. Et il y a une réflexion qui est nouvelle. Et en fait, à cette période-là de collège, ça a commencé où vraiment je suis devenue celle à qui on raconte ce qui ne va pas. Alors, je n'ai pas voulu ça spécialement, j'ai rien fait pour. C'est comme si, de manière assez inconsciente presque, j'ai envie de dire, les gens, c'était à moi qui venaient raconter leur déboire. Pas que, hein, mais il y avait vraiment ce truc de Lucille, elle est là elle nous écoute. Et moi, en fait, j'adorais ça. Mais je me suis même pas posé la question en ces termes-là. Je me suis même pas dit « Oh tiens, j'adore écouter les problèmes ou ce qui va pas, ou les interrogations, ou les doutes, ou les malheurs des autres. » Je me suis pas dit « Ah, c'est trop cool, j'adore écouter et répondre à ce genre de discussion. » Mais pour moi, comme tout le monde, hein, on ne voit le monde qu'à travers ses propres yeux, c'était normal. C'est-à-dire que quand ça va pas, tu parles à quelqu'un et ce quelqu'un t'écoute et te pose des questions et essaye de te faire voir les choses autrement et n'est pas toujours dans la complaisance de dire « Oh là là, oui, c'est sûr, c'est dur hein, » et de s'arrêter là. Où il y a des gens qui, eux, vont faire changer les idées. Allez, viens, on va aller se balader, on va aller faire les magasins, on va aller rigoler un peu, regarder un film qui va nous changer les idées. Et des fois, on a juste besoin de ça aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la seule manière de prendre soin de quelqu'un qui a un peu un coup de mou ou un gros coup de mou, ou un petit, je suis pas en train de dire que c'est quelque chose que c'est que ma manière de faire c'est la seule, mais c'est juste que moi de mon point de vue je croyais que tout le monde fonctionnait comme ça et c'est aussi pour ça qu'on a du mal chacun d'entre nous à trouver notre valeur et ce qui va faire notre particularité parce que pour nous ça reste notre normalité. On a du mal à comprendre que les autres ne fonctionnent pas forcément pareil et que ce qu'on va venir chercher auprès de moi spécifiquement, c'est pas forcément ce qu'on va chercher auprès de quelqu'un d'autre. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mieux ou de moins bien, mais disons que c'est dans ce sens-là où c'est pas si simple de voir quelle est ta particularité. Donc toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu apportes aux gens quand ils viennent te voir ou dans quelle situation t'es le plus sollicité par ton entourage ? Moi, c'est clairement quand les gens vont pas bien, ils viennent me voir. Mais même mes amis et même des gens que je connais pas. Quand j'étais ado, jeune adulte et que je sortais, je pouvais pas aller fumer une clope dehors sans que les personnes autour qui étaient en train de fumer une clope, même des gens que j'avais jamais vus, d'un seul coup, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable que un ou une inconnue totale se mette à me raconter en fait ce qui va pas. Bon, en général, il y avait un peu d'alcool, donc in vino veritas, comme on dit, donc souvent l'alcool a tendance à faire sauter les barrières et donc à laisser sortir ce qu'on retient d'habitude. Et donc, s'il y a une problématique, une tristesse ou quelque chose, alors un petit peu alcoolisé, ça ressort direct. Et donc, on me pleurait facilement sur l'épaule. Et je me revois assise dans le froid, avec mon verre qui me glace les doigts, écouter ces gens que soit je connaissais, soit je connaissais pas. Et de voir des amis à moi en fait se relayer et me regarder en faisant des gestes en mode genre t'en peux plus, tu veux que je te sorte de là, genre oh putain ma pauvre, là tu t'es retrouvée dans un tunnel, l'autre il s'arrête plus de pleurer. Et en fait je me souviens moi de me dire mais non ça va. Et alors je ratais tout ce qui se passait dans la soirée, mais je m'en foutais.
je voyais même pas le temps passer. Je me rendais même pas compte que... alors tout le monde me disait, ah bah non, il t'a bien gâché ta soirée à te chialer sur l'épaule. Mais ça m'a jamais fait ça. Jamais. Et je voyais bien, je disais, ah, mais non, mais... et j'ai toujours eu ce goût, en fait, cet attrait pour écouter quand les gens vont pas bien et pour leur dire un petit quelque chose qui va les faire regarder la situation autrement pour reprendre... alors pas forcément reprendre le dessus en mode allez c'est pas grave, t'es plus fort que ça, on y va, mais vraiment en mode et si tu regardais ça autrement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Quand on a grandi, vraiment, j'avais une vingtaine d'années, j'ai une copine qui s'est séparée de son mari à l'époque, ils ont divorcé, donc ils étaient ensemble depuis plusieurs années, et ils s'étaient mariés. Et donc là, ils se séparaient. Et elle me raconte, et je me souviens d'entendre voilà, les reproches qu'elle pouvait avoir, les regrets, comme c'était difficile aussi parce qu'ils avaient 2 enfants, etc. Donc c'était quand même quelque chose de difficile, et de l'écouter. Et à un moment donné, elle racontait tout ce qui se passait pas bien, en fait, finalement, dans son couple, dans la gestion du quotidien, et avec son futur ex-mari, du coup. Et en fait, je me souviens à un moment donné de lui dire, mais et toi, en fait? Et toi, quelle a été ta participation pour arriver sur le chemin, pour arriver à ce moment de ça marche plus, parce que j'entends tout ce que tu peux reprocher, tout ce que tu peux lui reprocher à lui, mais et toi, en fait? Parce que si tu vois pas là où toi t'aurais pu faire quelque chose autrement, peut-être que dans ton prochain couple tu vas recommencer pareil, et qu'il va se passer les mêmes choses, et que peut-être qu'il y a des choses que t'aurais dû dire si ça te plaisait pas, ou si c'était compliqué pour toi, ou si t'avais besoin d'aide à tel endroit. Alors je sais que c'est insupportable de se dire des fois putain, mais il fallait demander. Ouais, il y a aussi des trucs que tu peux faire voilà, spontanément. Donc c'est l'éternelle dispute entre demander ou trouver juste normal que l'autre se bouge sans qu'on ait à demander. Il y a toujours un juste milieu dans tout ça. Mais juste, je l'ai invitée à se poser la question de qu'est-ce qu'elle aurait pu faire qui aurait fait que peut-être l'issue aurait été différente. Ou pas, on ne peut pas savoir. Mais juste, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Et en fait, elle m'a regardée et elle m'a dit, putain, je l'ai raconté mon histoire à plein de gens. T'es la première qui me dit ce genre de truc. Et c'est souvent des phrases qu'on m'a dit. Genre, on m'a jamais dit ça. Ou on m'a jamais écouté comme ça. Parfois je me suis dit c'est pas possible, j'ai un pouvoir magique, et en vrai c'est un petit peu ça, je crois que c'est assez énergétique. C'est des enjeux ça qu'on m'a expliqué après à travers mon thème, qui font qu'effectivement il y a quelque chose chez moi qui fait de moi la gardienne du secret, et que naturellement on me fait confiance, et on a raison en fait de me faire confiance. Alors pourquoi je dis qu'on a raison, c'est parce qu'en fait jamais de ma vie, jamais, même avant que ce soit un métier, et que la déontologie du métier fait que ce qui est dit au sein d'une séance n'est pas répété, c'est juste la base. Donc encore moins pour s'en servir contre la personne. Mais dans une vie normale, et même en ayant 14-15 ans, où j'ai commencé à avoir des gens qui viennent se confier à moi, jamais, ça ne m'a même pas traversé l'esprit d'utiliser ce que les gens avaient pu me livrer contre eux. Et pourtant, quand je raconte ça, en général, on me dit bah putain, moi je me serais pas gênée. Non pas que les autres soient Machiavel et que je sois une sainte, c'est pas du tout ça. C'est que c'est vraiment des enjeux qui sont très propres à moi. Alors je suis pas la seule, mais c'est un enjeu particulier que j'ai compris aujourd'hui à travers l'astrologie encore et toujours. En fait, quand j'étais au collège, ça n'a pas été une période bien pour moi. C'était une période douloureuse au niveau amitié, au niveau quotidien. C'était super dur. Il y a eu tellement de matins où je suis allée en pleurant. Mais vraiment, c'était horrible. J'ai détesté cette période, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont encore teintées, marquées de ces périodes-là où ça a été dans les relations amicales, et ça a été hyper compliqué, hyper tendu, hyper souffrant. Et une des 4 années de mon collège, j'étais dans la classe d'une nana qui pouvait pas me blairer. Elle m'aimait pas. Bon, après ça, moi, on m'aime ou on me déteste. Alors aujourd'hui,
j'assume plus qui je suis et j'accepte qu'on me déteste pour ça. Et du coup, je prends à bras ouverts quand on m'aime très fort pour ça, parce qu'on m'aime aussi fort qu'on me déteste. Mais quand on a 14-15 ans, c'est compliqué. Et donc elle pouvait pas me blairer. Et ce qu'elle me reprochait, c'était de trop parler. Hyper étonnant, je comprends pas d'où elle sort ça. Donc elle trouvait que j'étais insupportable parce que je parlais tout le temps, que je parlais trop, que j'étais bavarde et... ce qui est vrai, hein. Mais voilà, elle supportait pas ça. Et un jour, et donc au-delà, non contente de elle pas pouvoir m'encadrer, comme font souvent les gamins de cet âge-là, elle empêchait les autres. Alors évidemment, avec le recul, je me dis, elle n'a pas le pouvoir de faire ça. Ils ont aussi choisi eux de pas forcément se positionner, mais peu importe. Le fait est que c'était un peu genre, oh là là, va pas avec elle, elle va te saouler, elle est trop chiante, elle fait que parler tout le temps. Bon, je suis pas obligée d'admettre que c'est un peu vrai, hein. Dit-elle en parlant toute seule devant un micro, toutes les semaines depuis 1 an. Bref, donc c'était vraiment un truc qu'elle me reprochait et du coup c'était compliqué cette année-là parce que j'étais assez isolée, entre autres à cause de cette nana-là qui empêchait les autres ou qui, quand ils osaient me parler ou venir à côté de moi, c'était genre ok, donc toi c'est bon, on te met dans le même sac et donc voilà, bref. Et cette fille-là, un jour, je sortais du collège, hein, je partais pour prendre mon bus et j'entendais pas derrière moi et elle me rattrape. Et elle me dit « Ah Lucille » et elle commence à me parler. Mais elle me raconte, je me souviens plus ce que c'était, mais je me souviens que c'était un truc compliqué pour elle et important. Et vraiment, elle avait c'était dur pour elle. Je sais plus ce qu'elle traversait, mais c'était dur. Enfin, elle venait vraiment, en fait, se confier sur quelque chose de fort et de tendu pour elle. Et en fait, elle commence à me raconter ça et je me souviens d'avoir été bouche bée, d'être en train de la regarder et de me dire « Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là ?» Et donc elle me parle et je l'écoute. Et à un moment donné, je lui dis « Mais attends, c'est moi ou t'es en train de te confier à moi ? Moi que tu peux pas blairer parce que je fais que parler, que je parle trop, tu te confies à moi et genre, t'as pas peur que du coup je raconte et que je parle vu que je parle tout le temps ?» Et elle m'a regardée et je me souviens de sa surprise en fait. Et où en fait elle s'est rendue compte de ce qu'elle était en train de faire tout simplement et de se dire putain c'est vrai ça. C'est pas du tout logique. C'est pas logique. C'était genre vraiment étonnant qu'elle vienne me parler à moi. Et elle m'a dit putain t'as raison. Elle me dit je sais pas pourquoi. C'est à toi que j'ai besoin de parler. Et non, j'ai pas peur que tu le répètes ou que... Et elle avait raison. Elle avait raison. Je me suis pas... Enfin, c'est comme si... c'est pas possible pour moi d'utiliser ça. Et c'est vrai que quand je raconte ça, souvent on me dit t'as vraiment été une bonne poire, quoi. Et effectivement, j'ai été une bonne poire parce que être maltraitée par quelqu'un... Alors après, c'était pas non plus... si violent que ça, mais quand même beaucoup d'isolement et c'était vraiment pas facile à vivre. Enfin, je l'ai très mal vécu. Et de malgré tout rendre service, être au service de ça, on m'a dit t'as quand même été une grosse poire, quoi. Ce qui est pas faux. Mais tout ça pour dire que c'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que moi, en fait, dans ces moments-là, mais tellement plus grand que moi que ça dépasse presque qui je suis. Ne serait-ce que pour cette nana qui m'aime pas du tout parce que je parle trop et qui vient se confier, c'est quand même hyper bizarre. C'est comme si ça avait dépassé ma petite personne et ce qu'elle pouvait penser de moi et qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui faisait qu'elle avait confiance et qu'elle sentait qu'elle allait avoir une écoute et qu'elle allait trouver le soutien ou le réconfort ou l'écoute tout simplement dont elle avait besoin et c'était vrai. Et après, tout au long de ma vie, c'est devenu une blague avec mon mari parce que ça va faire 20 ans cette année qu'on est ensemble, donc il en a vu des situations comme ça, des gens me faire la fameuse phrase de quand moi je pose des questions en fait, ou qu'on discute, c'est non mais moi je me livre jamais, je raconte pas ma vie parce que, et là,
j'ai le déroulé de l'histoire de pourquoi la personne a du mal à faire confiance, a du mal à parler d'elle, machin, alors que j'ai rien demandé. Enfin, j'avais posé une question comme ça, et le nombre de fois où j'ai eu cette phrase de « Oh, tu sais, moi, je parle pas de moi et je raconte pas ma vie », et avec, dans la suite de cette même phrase, la personne qui déballe sa vie. Et c'est là où je disais, c'est pas possible, j'ai un pouvoir magique de tirer les verres du nez sans rien faire presque. Et c'est quasiment comme si, à mon contact, alors j'exagère un peu, mais c'est quasiment comme si, à mon contact, les gens, qu'ils le veuillent ou non, ils vont me raconter, ils vont me raconter les choses. Donc maintenant, je m'en amuse, et aujourd'hui, c'est mon métier. Et du coup, t'imagines bien le sens que ça a pour moi. Parce que finalement, j'ai toujours eu cette écoute, cette posture, et là où en regardant, alors encore une fois, sur le moment, quand je le vis, j'ai pas toutes ces réflexions-là, c'est avec le temps, et je me suis rendu compte que combien de fois j'ai passé des nuits blanches, mais que je l'ai fait quand j'étais lycéenne, je l'ai fait quand j'étais étudiante, je l'ai fait en travaillant, je l'ai fait avec des enfants en bas âge qui se réveillent tôt. Je l'ai fait en ayant un boulot le lendemain et des enfants à gérer. Et ça m'arrive encore. L'année dernière, ça m'est encore arrivé. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps je pourrais parce que je vieillis. Mais donc régulièrement, je passe des nuits blanches au téléphone ou par message avec des gens, des amis là pour le coup, qui traversent des grands moments de crise et de difficultés, qui sont en PLS, et avec qui je vais rester la nuit entière. Soit au téléphone, soit par message, et dispo de la journée, machin. Et ça a toujours été un truc. Je n'ai jamais été fatiguée après avoir passé une nuit blanche à faire ça. Si je faisais une nuit blanche pour une autre raison, ou si, je sais pas, je révisais comme une malade et que je dormais plus de 2 heures avant d'aller prendre mon bus, ou si j'avais fait la fête et que j'étais claquée et que je dormais pas beaucoup, le lendemain j'étais décalquée. Peu importe la raison pour laquelle je faisais une nuit blanche ou une petite nuit, bah forcément on est éclaté, quoi. Mais quand je passe une nuit blanche pour discuter des problématiques de quelqu'un, je suis pas fatiguée. Et en fait, je crois que dans la vie, quand on fait ce pourquoi on est fait, quand on fait ce qui a profondément du sens pour soi, et c'est pas obligé d'être un travail, j'aurais pu ne pas faire de la thérapie mon métier, encore que ça me porte tellement que ça aurait été dommage. Quand je vois comment je suis épanouie aujourd'hui dans ce métier-là, et comme j'étais pas épanouie avant, et pourtant je faisais déjà beaucoup d'accompagnement, j'étais beaucoup dans l'écoute, j'ai été pas mal dans la médiation aussi, sans trop m'en rendre compte, mais parce que j'ai cette posture très thérapeutique en fait. Et le dernier boulot que j'ai eu avant de basculer de vie, je faisais donc un bilan de compétences et on m'avait demandé des feedbacks, si possible de mes supérieurs, et donc j'avais demandé à celle qui m'avait embauchée pourquoi elle m'avait embauchée et pourquoi ils voulaient me garder, parce que eux ils voulaient me garder. Et elle m'a dit parce que tu bosses bien, mais genre c'était anecdotique, c'était pas ça qui pesait dans la balance. Elle m'a dit, je vais te le dire parce que tu peux pas le savoir, parce que par définition avant d'arriver t'étais pas là donc tu peux pas savoir comment c'était avant que tu arrives, mais depuis que tu es là, le service dans lequel tu es est apaisé dans des proportions qui sont étonnantes. Je me suis dit ok. Et en fait j'ai toujours eu ce truc d'apaiser les situations, de désamorcer, et crois-moi, quand je dis désamorcer, c'est certainement pas dans l'énergie de non mais attendez, on parle pas de ça, venez on parle d'autre chose, moi je supporte pas ça. Alors je le dis de manière assez radicale, c'est pas un jugement pour ceux qui le font, pas du tout, vous sentez pas offensés quand je dis ça, c'est vraiment plutôt de l'ordre de moi c'est pas mon énergie. Moi avec tout le scorpion que j'ai, c'est pas en étant dans le consensus et dans l'équilibre, l'équilibre il viendra mais après en fait. Pour moi l'équilibre et la vraie paix, elle vient quand on a comment dire, quand on a mis à jour les problématiques émotionnelles, les tensions intérieures, etc. C'est comme une plaie en fait. La plaie, elle sera guérie que quand on aura enlevé le pus, pas avant. Si on referme sur du pus, ça guérit pas en fait. Sur le moment, ça c'est fermé, c'est propre, voilà, mais ça va pas durer. Pour moi, c'est ça. Donc,
moi, quand je dis quand on me fait le retour que j'apaise, en réalité, je mets les pieds dans le plat grave, en fait. Mais je mets pas de l'huile sur le feu non plus, gratos. Mais je mets les pieds dans le plat. Je dis les choses comme elles sont. Je dis les choses même si je sais que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Je le dis quand même. Et en fait, ça va être de mettre les pieds dans le plat et de dire clairement ce qui est en train de se passer, de dire non mais là, toi, là, il y a ça qui se passe, toi, il y a ça. Et là, vous parlez pas de la même chose, donc en fait, là, c'est stérile. Donc là, en gros, toi, t'en es là, toi, t'en es là. Maintenant, parlez de la bonne chose, ayez le débat au bon endroit. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et encore aujourd'hui, j'ai une amie particulièrement qui me dit, elle a pu se retrouver dans un voyage de groupe ou dans des situations de groupe en disant, il y a des trucs qui se sont mal passés. Et elle me dit, j'ai pensé à toi. Et je me suis dit que si tu avais été là, ça se serait pas passé pareil. Et elle me dit, et elle fait partie des gens qui me disent, quand tu es là, ta manière d'aborder les situations, les machins, ça assainit tout ce qui est latent, qui est pas dit, qui est larvé. Et moi, je me rends pas compte, en fait, parce que je l'ai toujours fait. Et j'avais un copain qui m'avait dit, il a un côté très philosophe, mon pote. Je sais pas s'il le sait, mais il a un côté très philosophe, moi, je trouve. Et quand j'étais dans ces périodes où j'étais assistante commerciale et où je voyais bien que je me projetais pas dans cette vie-là toute ma vie, mais que pour autant, je savais pas ce que j'avais envie de faire, quoi. Je voyais bien que je n'avais pas envie d'être assistante commerciale, mais je savais pas quoi faire. Et il m'avait dit, quitte à être en train de te poser des questions sur ce que tu as envie de faire, essaye de te demander qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire pour lequel t'es pas payé, et comment cette compétence-là ou ce que tu aimes, le fait que tu aimes faire ça, est-ce que c'est une qualité ou une compétence pour un métier, et auquel cas ça veut dire que tu seras payé pour faire ce que tu aimes, pour faire ce que tu fais déjà quand t'es pas payé, et dans lequel tu vas pouvoir t'améliorer et travailler, et tous les efforts que tu auras pu faire sur des problèmes, dans un métier qui te plaît pas et où tu as été quand même performante, imagine quand tu seras dans ce que t'aimes. Et il m'avait dit, bon, toi, tu aimes parler et écouter. Et il m'avait dit ce jour-là, des gens qui parlent autant que toi, j'en rencontre pas tous les 4 matins. Et des gens qui parlent autant que toi et qui écoutent autant que toi, j'en rencontre encore moins. Parce qu'il m'avait dit souvent, soit les gens parlent beaucoup, mais ils écoutent pas tellement. Soit les gens sont beaucoup dans l'écoute et sont plutôt taiseux. Mais il me dit, quelqu'un qui a cette qualité et cette capacité d'écoute infinie comme t'as, plus cette capacité infinie à parler, j'en rencontre pas souvent. Alors lui, il s'était dit, tu serais peut-être une super bonne commerciale parce que tu pourrais être à la fois à l'écoute de ce que veut la personne et en même temps aussi force de proposition parce que t'as la tchatch, quoi. Mais alors moi, ça me parlait pas. Évidemment, la commerciale et thérapeute, on n'est pas dans le même métier, donc on voit bien que si je vibre pour la thérapie, il y a peu de chance. Enfin, encore que, pourquoi pas, mais en tout cas, je voyais bien que ça m'avait pas allumé une lumière. Mais dans le fond, il n'avait pas tort, parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais toute la journée ? Je parle et j'écoute. Et c'est ça qui fait la qualité première d'un thérapeute, je trouve. C'est l'écoute. C'est un de mes posts là, de présentation qui sont épinglés sur mon Instagram. C'est mon premier outil, c'est l'écoute. Et c'est une écoute particulière, une écoute active, une écoute thérapeutique qui fait qu'en fait, moi, j'entends ce que vous dites pas. J'entends ce que vous dites au-delà des mots. Et j'ai toujours eu ce truc-là. Moi, quand les gens ils me disent un truc, c'est presque comme si j'entendais autre chose. C'est comme si j'entendais ce qu'ils essayent de cacher, ou là où ils se voilent la face, ou l'enjeu sous-jacent qu'il y a au-delà de la façade. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Mais je ne savais pas que c'était que c'était la compétence d'un thérapeute. Et le jour où j'ai compris ça, grâce à mon bilan de compétences, où clairement elle m'a dit mais vous vous foutez de qui pour pas voir que vous êtes thérapeute. Évidemment, elle me l'a pas dit comme ça, mais c'était avec cette force-là de dire mais il y a pas de doute possible, vous êtes faite pour ça et vous êtes déjà ça en réalité et vous l'avez toujours été. Donc pourquoi pas en faire un vrai métier, quoi. Et là, je me suis dit non mais c'est hyper étonnant. Et je me rends compte, parce que mon activité grandit, que plus j'accompagne des gens, moins je suis fatiguée. Les petits mois où j'ai moins de rendez-vous, les plus petits mois, je suis plus fatiguée, plus stressée, plus tendue, et je me dis que c'est parce que je m'inquiète, pourquoi j'ai moins de rendez-vous, machin. Et en fait, je crois que c'est pas ça.
les mois où j'ai plus des rendez-vous, ou même les semaines où je croule sous les rendez-vous, parce que c'est très inégal. Je peux avoir des semaines qui sont quasiment vides, et puis des semaines qui sont remplies et où je fais que ça d'enchaîner les rendez-vous, mais je suis même pas fatiguée. Et j'ai remarqué que plus j'avais fait de rendez-vous au cours d'un mois, plus il était passé vite, plus j'avais été en joie, en énergie, mais parce qu'en fait, quand je suis en séance individuelle avec quelqu'un, mais ça me nourrit tellement, je pense que ça me donne plus d'énergie que ça m'en demande. Et je pourrais... ça m'arrive de faire des journées entières avec quasiment pas de pause. Bon, je suis quand même un peu... Quand ça s'arrête, ça fait quand même un... Waouh. Mais j'ai de l'énergie, en fait, parce que je suis tellement animée par ce que je fais, que c'est un pur plaisir, et du coup je prends plaisir à faire mon métier, du coup ça me met en joie, du coup c'est un espèce de cercle vertueux qui fait que je me sens à la place qui est faite pour moi, et encore plus depuis que j'ose être pleinement moi-même. Et c'est d'ailleurs ça du coup que c'est parce que j'ai fait ce chemin-là, de déconstruire l'image que j'avais, de déconstruire les attentes que je pensais qu'on avait de moi, pour oser rayonner toute ma singularité, oser déborder pleinement qui je suis, ce que je dis dans mon podcast et qui est le titre. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai à cœur d'apporter aux gens que j'accompagne. Alors, en partant de quelle problématique, en fait, je sais qu'il faudrait se nicher pour pouvoir discuter. Alors je me rends compte que quand même, les gens qui viennent me voir sont beaucoup des gens qui sont en burn-out, ou s'ils ne sont pas encore en burn-out, ils sont en train d'en prendre le chemin. Il y a un espèce de ras-le-bol de j'en ai marre en fait d'essayer de répondre aux attentes de Pierre-Paul Jacques, de me perdre là-dedans, je suis perdue, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et en fait, c'est exactement ce par quoi je suis passée moi, et d'avoir fait le chemin, d'oser déborder pleinement qui je suis. Et c'est ce que je disais au début de l'épisode, il y en a qui m'aiment énormément pour ça, et ils m'aiment très fort. Et il y en a qui me détestent pour la même raison. Et en fait, j'accepte ce grand écart-là, parce que de toute façon, je suis faite de grands écarts. Et donc vraiment, ce métier, c'est un métier qui m'anime, c'est un métier qui a du sens pour moi. Et sincèrement, quand je vois en fait des avis Google qu'on me laisse, ou même les gens qui me disent « mais putain, ça a changé en fait ma perception de tellement de choses, mon entourage commence à dire waouh, mais je t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand je me rends compte en fait de l'impact que ma petite goutte de colibri a sur la vie de certaines personnes, qui du coup, en étant différentes, vont aussi impacter d'autres personnes qui vont peut-être se remettre en question, et où ça va faire un espèce d'effet boule de neige de gens qui vont prendre conscience de plein de choses. Mais je trouve ça extraordinaire. Et je chéris ces rendez-vous en individuel, dans ma petite caravane, ou dans mon cabinet, plutôt dans la maison là pour l'hiver, ou même en visio. J'ai appris à apprécier aussi le côté dématérialisé. Et je suis même en train de penser aussi à faire plus de choses aussi pour du collectif, pour avoir différentes manières d'accompagner, et pour aussi parfois, comme les cercles de parole que je fais à Fouesnant, j'adore ces moments-là, mais je me dis que ça pourrait aussi, et d'ailleurs c'était rigolo parce que j'étais en train d'y penser, et il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette question sur ma page Instagram en me disant « mais tu ferais pas les cercles en dématérialisé aussi ?» Alors je suis en train de réfléchir à tout ça, de réfléchir à comment je peux aller encore plus loin avec peut-être d'autres manières, et ajouter d'autres manières de travailler avec vous, ou d'autres manières pour vous de travailler avec moi, si mon énergie vous plaît, si mon discours vous plaît, si vous sentez qu'il y a quelque chose que je peux vous apporter. Pour l'instant, ça va être des séances, donc il y a la possibilité soit de faire le tour de son thème en 3 rendez-vous, où vraiment on va prendre le temps de décortiquer les grands enjeux en 3 rendez-vous, donc en prenant 3 grands axes, soit de toute façon je m'appuie sur le thème au fur et à mesure de 1, 2, 3, 4, 5, 10, autant de rendez-vous qu'il y a besoin ou envie. Et de toute façon, dans les problématiques qui me sont déposées, j'ai toujours un regard pour personnaliser ma manière d'accompagner, parce que quelqu'un qui a un enjeu X ou un enjeu Y, je ne vais pas aborder une même problématique de la même manière, parce que c'est comme si je voyais les filtres de la personne, et je comprends comment elle les a perçus, elle, et donc comment changer ça. Et ça ne va pas être la même chose pour quelqu'un d'autre, mais qui viendrait potentiellement avec exactement la même problématique. Donc je sens que de faire ce podcast, de multiplier les rendez-vous, d'avoir une activité qui grandit, ça me donne envie de faire encore plus, mais pas dans une course effrénée, mais juste parce que ça a tellement de sens. Donc,
voilà ce qui fait tout ce qui m'anime dans ce métier, la diversité, le fait d'accompagner en groupe, de travailler parfois en collaboration avec d'autres thérapeutes, parfois seul, de continuer à me former à des nouveaux outils, comme là avec la constellation familiale. D'ailleurs, je vous proposerai peut-être une dizaine de créneaux de rendez-vous à un tarif préférentiel pour ceux qui auraient envie de tester les constellations familiales. Ça me permettra, moi, de pratiquer parce que c'est aussi comme ça qu'on fait son expertise et que pour pouvoir pratiquer tout de suite et pas oublier les grands principes, tant que c'est tout frais, de pouvoir aussi manipuler cet outil. Donc, je vous parlerai de tout ça sur Instagram en temps et en heure, où je ferai peut-être un épisode dédié aux constellations pour expliquer ce que c'est cet outil et je mettrai après la possibilité de prendre un rendez-vous à un tarif préférentiel pour les premiers rendez-vous. Enfin bref, je me sens en ébullition. Je sens que c'est vraiment un métier qui m'épanouit et qui a profondément du sens. Et c'est comme ce podcast. Je crois que je dois être à 2000 écoutes en un an. Je crois que c'est pas beaucoup en vrai. J'entendais l'autre jour quelqu'un dire qu'elle était contente parce que son podcast avait plus de 1500 écoutes par mois. Moi, j'ai 2000 écoutes en un an. Donc ça semble pas beaucoup, mais je m'en fiche. Si chaque épisode touche ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup qu'il soit en ligne en fait. Et j'attends pas plus que ça de tout le contenu que je peux créer, aimer créer, parce que ça a du sens et que c'est aussi comme ça qu'on contribue, parce qu'il y a des gens qui vont s'offrir une thérapie, il y a des gens qui vont s'offrir un accompagnement plus conséquent qu'une séance par-ci, une séance par-là, et puis il y a des gens qui passeront peut-être pas le cap parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et du coup, si tu prends la peine d'écouter tous mes podcasts depuis le début jusqu'à maintenant, il y a déjà énormément de choses que je dis en séance individuelle et où vraiment j'aime le fait de pouvoir rendre aussi accessible tous ces concepts que je manie toute la journée dans mes séances. Et je réfléchis aussi à avoir peut-être des petites vidéos ou un peu sur le format de podcast, mais peut-être encore plus poussé avec des exercices spécifiques pour faire des petits ateliers à faire en autonomie à tout petit prix pour pouvoir aller encore plus loin, mais avec chacun des petites marches en fait pour un peu tout le monde. Et en disant ça, je vois la carte, j'ai tiré une carte d'oracle. Je suis en train de déborder de ouf. Mais faut pas me lancer sur mon métier. Faut pas me lancer sur l'astrologie et faut pas me lancer sur mon métier, dit-elle. Elle s'est lancée toute seule. Parce que je pourrais ne plus m'arrêter de parler de ça tellement ça m'anime. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand je parle de mon histoire et du chemin que j'ai fait et de à quel point ça compte de faire ce chemin-là, c'est peut-être pour ça que ce sont les épisodes qui vous touchent le plus, parce que c'est ceux qui vibrent tellement, tellement à l'intérieur de moi. Et la semaine prochaine, je vous raconterai comment mon rêve de petite fille en fait est devenu réalité sans même que je m'en rende compte. Mais ça, ce sera petit teasing pour la semaine prochaine. Et donc bref, la carte que j'ai tirée, c'est la carte du progrès. C'est écrit « J'avance pas à pas sur mon chemin ». Et en fait, c'est des rectangles, un peu comme sur un graphique. Et en fait, ils montent les uns après les autres. Et je vois qu'en fait, je suis en fait en chemin moi aussi. Et que j'ai à cœur de mettre des marches de la plus petite à la plus grande pour qu'il y ait un panel de possibilités de travailler avec moi et de pouvoir partager mes différents outils, mes différentes clés, mes différents supports, et de pouvoir rendre ça vivant, accessible, et qu'on puisse se balader dans ce que je propose en ayant une marche qui va correspondre à chacun, et peut-être de faire toutes les marches ou pas, ou d'aller directement à la plus haute ou de se contenter de la plus basse, peu importe, mais qu'en tout cas il y ait une forme de que ça puisse rayonner plus que ça pour plus de gens. Et vraiment c'est quelque chose qui me porte vraiment vraiment très fort. Et l'autre carte, tant pis, foutu pour foutu, je déborde, c'est la carte des amants. Et alors comme d'hab, mais au cas où tu débarques juste là, je n'ai pas appris le tarot. Pour l'instant, je découvre mon tarot en piochant les cartes au fur et à mesure et en me laissant aussi porter par l'image. Et finalement, je le lis plus comme un oracle. Alors les amants, forcément, on voit un couple. C'est rouge, il y a un mouvement de tourbillon qui se fait avec les cheveux et avec une forme d'énergie qui a l'air de circuler. C'est rouge, on sent qu'il y a de la passion. Mais je vois qu'il y a aussi quelque chose qui pourrait être dévorant si c'est pas un peu équilibré.
Et pour moi, vu que j'ai tiré cette carte dans le contexte de je suis en train de faire mon podcast dans le cadre de mon métier, je pense que les deux parties, là, les deux amants de cette carte-là, c'est deux parties de moi-même. Cette dualité en fait masculin-féminin, là, homme-femme, couple que je vois, pour moi, c'est l'expression de la dualité qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi. Et de savoir concilier la thérapeute en moi et la femme qui n'est pas que thérapeute, mais qui est animée par ça, et de trouver un équilibre entre ce métier qui me passionne, mais de pas me laisser aussi dévorer et de pas trop déborder non plus, même si en vrai j'adore ça. Ça m'appelle à, je sais pas, cette carte, je vois l'idée de progresser et d'avancer pas à pas sur mon chemin, mais en perdant pas de vue ce qui m'anime profondément, parce que je vois beaucoup de passion dans cette carte, beaucoup de connexions. Je suis en train juste de voir qu'il y a un espèce de symbole de géométrie sacrée qui relie leur front, qui relie leur troisième œil aux deux, et c'est comme s'il y avait une grande... Oh, c'est marrant. Pardon, du coq à l'âne. Je suis en train de voir qu'elle a un triskel sur le dos, qui est quand même le symbole un des symboles de la Bretagne, sachant que je suis bretonne. Si tu m'écoutes sans trop savoir d'où je suis en Bretagne. Donc bref, ça m'a interpellée. Donc voilà, je vois qu'il y a de la passion, mais qu'il y a un équilibre à trouver, et qu'il y a aussi un équilibre à trouver. Pourquoi ? Pour pouvoir grandir dans quelque chose de stable, de pérenne. Et pour ça, je suis la première à dire qu'il faut aussi savoir se faire aider. Et moi, du coup, je me fais accompagner dans justement ce processus-là, de pouvoir grandir dans ce que je peux proposer, dans la manière dont je peux accompagner encore plus, encore mieux, mais sans enlever mes séances individuelles que je chéris tant et qui me font tellement de bien depuis des années sans que ce soit un métier, et depuis aussi maintenant, à force des années, que c'est mon métier, puisque j'entame ma 5e année d'exercice. Et j'y prends toujours autant de plaisir, si ce n'est plus. Donc voilà pour cet épisode long, particulier, et qui m'a particulièrement animée. Je pense que ça se sentira, tu me diras. En tout cas, voilà à quel point ce métier a du sens pour moi, et à quel point j'ai vraiment à cœur de vous voir tous là, autant que vous êtes, déborder pleinement qui vous êtes, et assumer en fait qui vous êtes, et vivre en étant aligné avec qui vous êtes, en vous autorisant à faire ce qui a du sens pour vous. Et si je contribue ne serait-ce qu'à une personne, que pour une personne à ça, j'en suis comblée. Merci infiniment de faire que ce podcast ait du sens. Merci pour les retours que je reçois. Merci pour ceux qui sont là et qui sont silencieux, mais pour qui mon podcast a de l'importance et peut-être parfois tombe au bon moment, et ça fera du bien. Peut-être que cet épisode sera écouté dans des années par quelqu'un, et que ce sera peut-être juste le bon moment. Et je suis tellement ravie de ça. Donc un immense merci à toutes et à tous de me suivre, de contribuer à donner autant de sens à mon métier. Merci. Je te dis à la semaine prochaine. Je serai toujours aussi ravie de te retrouver, même après 1 an. Et je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles, ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume, ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée, et on se retrouve bientôt.